Les Français sont nuls en maths. C'est un fait confirmé par les dernières études internationales. Pourquoi avons-nous dégringolé ces dernières années? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Mélanie Guenet, vous êtes présidente de la Société des mathématiques de France. Bonjour. Bonjour. Jean Nemo, vous êtes de la librairie des écoles. Bonjour. Vous vendez notamment une célèbre méthode de mathématiques, la méthode de Singapour. Rémi Chotard, vous êtes professeur de mathématiques à la Légion d'honneur à Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Et Jeanne Patureau, vous êtes journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. Alors Jeanne, pourquoi s'intéresse-t-on au niveau des mathématiques aujourd'hui? Eh bien, si je vous demande combien il y a de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure, vous me répondez 3. a priori 3. Eh bien, sachez que seule la moitié des élèves qui entrent en 6e ont répondu juste à cette question. C'est ce que révèle en tout cas une note d'alerte publiée fin septembre par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Une note qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup alerté, qui se fonde sur les résultats des évaluations en maths qu'ont passé tous les élèves de 6e au moment de leur entrée au collège. La note en question révèle beaucoup de choses négatives, en particulier que pour beaucoup d'élèves, les nombres décimaux et les fractions ne font aucun sens. Il observe également une vaste confusion entre les différents types de nombres et surtout une méconnaissance du sens des symboles. Alors, est-ce que c'est surprenant? Alors, pas du tout, vous le disiez au début de l'émission, cela ne fait que confirmer les études internationales. Je pense notamment à la dernière en date, l'étude TIMSS, qui remonte à 2019 et qui, à l'époque déjà, classait les élèves français de CM1 derniers d'Europe et ceux en 4e avant-dernier d'Europe. Ce qui est un petit peu plus étonnant, en revanche, c'est quand on observe la répartition sur tout le territoire, c'est que ces résultats catastrophiques sont assez homogènes. C'est-à-dire que dans les zones d'éducation prioritaire, 85% des élèves ont des difficultés en maths et 75% sur l'ensemble du territoire. Donc on comprend que c'est un problème pour tout le monde. Alors Mélanie Guénois, est-ce que c'est un résultat qui vous surprend? Alors là, sur la note du CESEN, alors je dirais non, un peu pour les mêmes raisons, et surtout parce que dans mon métier, j'ai l'occasion de former des enseignants du premier et du second degré, et que je vois aussi quelles sont les difficultés qu'on rencontre au niveau de l'enseignement des maths. Et donc, je vais reprendre votre question, parce que combien de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure, c'est une transposition orale de ce qu'on voit à l'écrit, mais ce qu'on voit à l'écrit, c'est pas ça. Et donc, ça montre déjà la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, quand on transpose à l'oral, on n'entend pas la même chose qu'à l'écrit. À l'écrit, il y a écrit combien de quarts, Q-U-A-R-T-S, dans 3 quarts, c'est-à-dire 3 sur 4. Et du coup, le 3 sur 4, il n'est pas interprété comme 3 quarts par beaucoup d'élèves, effectivement. Et ça souligne le problème de cette difficulté à comprendre les différents types de symboles utilisés pour représenter des nouveaux nombres. Voilà, donc après on pourra discuter plus longuement sur ce sujet, mais oui. C'est pour vous expliquer pourquoi c'est difficile et pourquoi c'est pas surprenant que cet item-là en particulier pose des difficultés. Rémi Chotard, d'après vous, vous êtes enseignant au lycée, donc à la Légion d'honneur, donc c'est un établissement à problème. Est-ce que vous voyez quand même des lacunes, même parmi vos élèves, au niveau des maths, et quelles sont les plus grosses lacunes qui vous posent question? En fait, j'observe moi depuis très longtemps dans ce lycée, même dans l'établissement précédent, de grandes lacunes sur la manipulation du calcul, parce que c'est un petit peu quand même ce à quoi ils sont formés jusqu'au lycée, on va dire, et même au lycée d'ailleurs. Disons que, là, un exemple que je donne souvent, c'est à la rentrée de seconde. Souvent, on est amené à parler des nombres. Et 100% des élèves, depuis que j'enseigne, m'ont toujours dit la même chose. De 0 à 9, il s'agit de chiffres, et après, ce sont des nombres. Ce qui est faux. Et je suis étonné que ce soit 100% des élèves, constamment. C'est un invariant. Donc, je me dis qu'effectivement, il y a une approche de ce que c'est qu'un nombre, et de comment on l'écrit, ce que vous disiez tout à l'heure, qui est totalement hors du champ d'études, et qui est dommage, parce que donc les élèves arrivent à 14 ans et ah bon, on m'a toujours dit le contraire, et avec une surprise, quoi. Et c'est vrai qu'on se dit bon bah qu'est-ce qu'on a vu avant? Alors il est vrai que j'ai vu aussi évoluer beaucoup de choses sur les compétences strictement techniques, le calcul, la factorisation par exemple, le développement, qui est devenu de plus en plus difficile, de plus en plus lacunaire.
Et donc, mais alors souvent, moi, je leur dis, je compare ça à de la musique, en fait. Je leur dis, vous pouvez lire des partitions, mais moins vous jouez, moins vous serez performant. Dans le calcul, il faut jouer, quoi, beaucoup. Il faut s'entraîner. Et j'ai l'impression qu'on passe moins de temps à ça. Jean Nemo, vous commercialisez une méthode qui fait un tabac, qui s'appelle la méthode de Singapour. Au Figaro, on avait même fait un reportage dans une école à Saint-Jean-de-Passy et ils m'ont dit qu'ils l'utilisaient dans leurs cours. Moi, je l'ai aussi acheté pour mes enfants, j'avoue. Comment vous en êtes venu à commercialiser une méthode de Singapour? C'est assez surprenant. Oui, alors en fait, ça remonte à 2015 quand j'ai créé la librairie des écoles. À l'époque, moi, quand j'ai créé la librairie des écoles, c'était pour éditer surtout des méthodes, simplement pour l'enseignement primaire, en lecture, en grammaire. Mais moi, je ne suis pas mathématicien et je n'ai pas la fibre des mathématiques particulièrement. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un problème. Et je ne connaissais sûrement pas la solution à ce problème. Donc j'avais interrogé Laurent Laforgue, qui est un médaillé Fields de mathématiques, et qui avait écrit une lettre ouverte à ce moment-là pour alerter, il y a 15 ans déjà, sur la baisse du niveau en mathématiques. Et il avait, dans cette lettre ouverte, cité l'exemple, ou plutôt l'exception de Singapour, qui était le seul pays dont l'enseignement des mathématiques restait de très très bonne qualité. Et moi, je me suis dit, allons voir ce qui se passe à Singapour. J'ai demandé qu'on m'envoie les ouvrages de Singapour. Je les ai fait lire à Laurent Laforgue, qui m'a dit, en fait, c'est clair, c'est lumineux, tout ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'on procède étape par étape, on commence tôt, de manière très concrète, très simple, et on échafaude au fur et à mesure pour accompagner les élèves. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu cette idée d'introduire la méthode de Singapour. Ça a connu tout de suite un grand succès? Non, ça a mis beaucoup de temps. Alors le temps est très long dans l'éducation, de manière générale, dans la pédagogie et dans l'éducation. Et donc au début, c'était surtout des parents qui faisaient l'instruction en famille ou des écoles privées hors contrat. Et puis au fur et à mesure que les succès se sont avérés, c'est-à-dire que tous les élèves qui l'utilisaient se mettaient à aimer les mathématiques et à être bons en mathématiques, mais que c'est un cercle vertueux, ça a intéressé l'institution qui a demandé à les regarder de près. Mais à l'époque, ce n'était pas conforme au programme. C'était vraiment les programmes de Singapour. Donc on a entrepris toute une refonte de la collection avec Monica Nigoy, qui a été élevée au Vietnam et qui est franco-américaine, donc qui connaissait déjà un peu toutes les pédagogies en mathématiques, pour en faire une édition adaptée au programme. Je laisse la parole à Jeanne. Jeanne, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi les Asiatiques sont-ils si bons en mathématiques? Alors d'abord, ça se prouve très facilement dans les chiffres. Je vous parlais tout à l'heure des résultats de l'étude TIMSS de 2019. C'est assez flagrant. Cette étude place en tête les élèves de Singapour, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et Hong Kong. Voilà. Et les Français, nous sommes bien loin derrière. Ce qui est plus frappant encore, c'est que l'étude montre que seuls 2% des élèves français ont atteint le niveau avancé en mathématiques, contre 50% à Singapour, à Taïwan ou même en Corée du Sud. Alors, ce qui est assez intéressant sur l'exemple asiatique, c'est d'abord la question de la méthode, puisqu'en Asie, on privilégie surtout le calcul mental, on privilégie les répétitions. En fait, on travaille, on s'entraîne. Pour imager un petit peu, ça peut représenter des grandes grilles de calcul où les élèves remplissent sans cesse jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. C'est un petit peu l'image des gammes au piano. On s'entraîne jusqu'à ce qu'en fait, on n'y réfléchisse même plus et que ça devienne tout à fait naturel, et qu'on aille le plus vite possible, ce qu'on fait beaucoup moins en France. Et aussi l'importance du langage. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus subtil, mais en chinois ou en coréen, par exemple, on ne dit pas 11 ou 12, on dit 10 et 1, 10 et 2. Donc forcément, pour un élève, en fait, c'est beaucoup plus facile de découper ces chiffres et ensuite de les additionner, de les multiplier. Et puis les parents asiatiques sont un petit peu plus exigeants, je crois. Oui, puisque eux-mêmes ont appris avec ces méthodes, donc forcément ils vont attendre de leurs enfants qu'ils soient un petit peu plus efficaces, et peut-être qu'ils vont être aussi un petit peu plus persévérants, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, si mon enfant ne réussit pas à effectuer ses problèmes en mathématiques, c'est qu'il faut qu'il s'entraîne davantage. Là où nous, en France, on a peut-être plus un état d'esprit, on va se dire, voilà, si tu n'es pas bon en maths, peut-être que tu es littéraire. Moi, c'était mon cas, c'est ce que mes parents m'ont dit, donc je me suis plus dans les matières plus littéraires, et j'ai un petit peu délaissé les matières scientifiques. Et d'ailleurs, ça s'observe aussi avec le recours aux cours particuliers, puisque les élèves asiatiques ont beaucoup plus de cours particuliers en mathématiques que nous en France. 50% des enfants japonais suivent des cours particuliers de maths, contre 15% en France. Oui, j'avais vu la même chose aussi en Corée.
Est-ce que ça vous fait réagir ? Oui, je peux juste confirmer que vous avez bien étudié la question et effectivement, la supériorité de performance des pays d'Asie est avérée sur les résultats TIMSS. Alors pourquoi on n'utilise pas ces méthodes ? Alors attendez, parce que c'est plus compliqué que ça. Alors d'abord, il y a une pression, vous avez dit très bien, qu'il y a une pression des parents très forte sur les enfants, que les enfants ont très massivement des cours particuliers dans ces pays-là. Ils ont énormément de cours et de pression sur leurs épaules. Le Japon, je ne crois pas qu'au niveau du bien-être de vivre, ce soit vraiment un modèle à suivre non plus. Il y a beaucoup de suicides. Enfin, on ne peut pas... mais en France, il y a beaucoup de suicides aussi en ce moment. Oui, mais c'est quand même moins marqué. Il y a une pression accrue sur la réussite scolaire là-bas qui est très forte, qui fait que les enfants sont souvent vraiment sursollicités. Et je voudrais ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui, à mon avis, est crucial pour l'enseignement, c'est la formation des enseignants. Et la formation des enseignants à Singapour est absolument incomparable à celle qu'on a actuellement sur le sol français. C'est-à-dire, je donne un exemple juste, un enseignant... Alors, il y a des écoles de la formation qui sont gérées par des formateurs qui ont des vrais métiers valorisés, qui sont reconnus, qui travaillent avec la recherche. Mieux payés qu'en France ? Bien mieux payés qu'en France, mais surtout, ils ont une valeur sociale qui est forte et ils sont autonomes dans l'organisation des liens entre la recherche et la formation des enseignants. Et dans ces instituts-là, tous les enseignants doivent suivre des formations à hauteur de, alors je ne sais plus, c'est 100 heures par an, je crois. Donc vous imaginez que 100 heures par an, ça fait quand même à peu près, 3 semaines à temps plein, réservées pour la formation continue de tous les enseignants. En France, en comparaison, c'est entre 2 et 8 jours, au mieux. C'est sur la base du volontariat. Et il n'y a pas de structure. 9 heures. Oui, c'est 9 fois 3 pour les nouveaux. Donc voilà. Certains disent que quand même ces méthodes de Singapour, japonaises, etc., ont été calquées sur les méthodes européennes qui avaient cours finalement dans les années 50. Donc finalement, ces Asiatiques nous ont copiés, et puis finalement on va copier les Asiatiques. Donc c'est un peu bizarre, parce que toutes ces méthodes, elles existaient. Moi j'ai toute une collection de livres de maths des années 30, 50, etc., 60. C'est quand même c'est la méthode de Singapour finalement. Exactement. Alors vous avez raison. La question, c'est qu'il ne faut pas tant regarder la méthode que la personne qui accompagne la méthode. Et quand juste on donne la méthode, alors moi j'aime pas ce mot-là, parce que la méthode, ça veut dire qu'on va apprendre par cœur une procédure. Ça ne nous donne pas l'occasion de comprendre. Et donc pour accéder à la compréhension au travers de l'outil qu'on va utiliser, il est absolument indispensable que la personne qui enseigne, elle ait elle-même compris où elle veut en arriver avec les élèves. Et c'est en ça que la formation initiale et continue des enseignants, elle est absolument indispensable. Et le fait de changer de méthode, si on n'habitue pas, si on ne forme pas correctement les enseignants à ces nouveaux outils, en fait, on va changer un outil. Maintenant, je vais prendre un exemple idiot, c'est j'apprends la procédure pour faire les multiplications avec des retenues. C'est un truc hyper pas drôle du tout, qui est rébarbatif, qui amuse personne. Peut-être pour certains c'est drôle, je ne sais pas. Ouais, enfin je me mouille pas beaucoup en disant que c'est pas très intéressant. C'est surtout sachant qu'on a des machines à calculer. Donc on peut très bien avoir la question de l'élève qui dit mais pourquoi est-ce qu'on nous apprend ça et qu'on nous prend la tête avec ça, sachant que moi j'ai une machine et que si j'ai besoin de faire le calcul, j'utilise la machine. Et donc, si je change ça en disant « Ah non, maintenant, on ne va plus faire les opérations posées, on va faire… comme je prends l'exemple de la méthode de Singapour, qui est beaucoup basée sur des représentations concrètes et donc des schémas en bande. Alors, les schémas en bande, il a un avantage, c'est qu'il permet, vous parliez tout à l'heure des symboles, il permet de faire un lien entre le nombre et la quantité. La quantité, c'est comment c'est grand. Et actuellement, on a un problème, c'est que les nombres, on les voit d'abord avec les chiffres. Mais les chiffres, c'est un dessin qui n'a rien à voir avec comment c'est grand, comment c'est petit. Et c'est ça le vrai problème qu'on a. C'est donner un sens à la quantité en tant que nombre et non pas juste des numéros de maison, c'est-à-dire une liste, et puis on regarde le numéro de la maison. Revenir au concret. Donc revenir à la quantité. Et donc ces bandes, je finis juste cet exemple-là, parce qu'en fait, cette représentation en bande, on regarde, on va résoudre des problèmes avec des bandes qui se superposent, qu'on juxtapose. Ils n'apprennent pas la multiplication comme nous l'apprenons à l'école. C'est pas ça que je veux dire, c'est que si cette bande, elle se traduit en cases,
Vous voyez, on a une bande qu'on va dessiner avec un rectangle. Ouais. Mais si elle représente une grandeur, mais qu'après elle devient une case, alors à ce moment-là, il n'y a plus de nombre. Et si l'enseignant n'a pas compris qu'en fait, cette bande, elle représente une quantité et pas juste une case, eh ben, on a à nouveau perdu. Vous voyez ? C'est ça que je veux expliquer. C'est que ce n'est pas tant la méthode que savoir ce qu'il y a derrière pour l'enseignant qui va la montrer. Rémi Chotard, qu'est-ce que vous pensez de la formation des enseignants aujourd'hui ? Est-ce que vous avez suivi ces formations ou Alors moi, personnellement, je n'en ai pas suivi, puisque j'étais contractuel au départ, j'étais ingénieur de formation. J'ai passé ensuite le CAPES dans un premier temps pour devenir titulaire, et comme j'avais été contractuel avant, j'ai eu un service complet, donc j'ai pas eu d'IUFM à l'époque qui existait. Et puis ensuite, j'ai passé l'agrégation en interne. Bref, j'ai pas eu de formation à proprement parler. Donc, j'ai difficilement la possibilité de m'exprimer sur cette formation, parce que je l'ai pas subie personnellement. Mais bon, ce que je vois effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, par rapport effectivement évidemment, c'est mon métier, mais je considère effectivement qu'au-delà de méthodes et au-delà des programmes, il faut s'intéresser aux enseignants quand même. Ce sont eux qui sont devant les élèves. Tout ce que j'observe, en tout cas aujourd'hui, alors en observant directement ou indirectement, c'est un immense problème de recrutement. Je ne pointe pas spécialement les gens recrutés qui sont là. Ils ont réussi un concours. Alors j'ai un peu regardé quand même l'évolution, parce que moi j'ai passé le CAPES en 2004, 5000 candidats et 1003 postes, je crois. Il me semble qu'en 2022, il y avait 900 et quelques candidats, alors c'est exceptionnellement bas, mais pour plus de 1000 postes. Ah oui, 900 candidats pour 1000 postes. Et si oui, en fait, pas très bonne en maths, mais je vois tout de suite le problème. Je crois qu'en tout cas, on a un problème clairement, c'est que c'est un métier que les gens ne veulent plus faire pour des raisons diverses et variées, comme la rémunération, la reconnaissance sociale, etc. Et d'autres choses, peut-être la mission aussi, parce qu'effectivement, j'ai été inspecté. En revanche, je n'ai pas été beaucoup formé, mais j'ai été inspecté. J'ai observé dans les dernières inspections que on attendait du professeur effectivement un emploi de tâches à exécuter et pas de mission. C'est qu'il ne m'a jamais été parlé de mes élèves quand j'étais inspecté, mais de ce que je faisais. Est-ce que je remplissais bien un pronote, le cahier de texte, etc. Mais à aucun moment on m'a dit, mais alors, les élèves comprennent. Moi, la pédagogie, je vois ça comme l'art d'une rencontre, si vous voulez. Donc il n'y a pas vraiment, je ne trouve pas que ce soit une science exacte à proprement parler, mais c'est très dur en mathématiques parce qu'effectivement, il va falloir exprimer auprès de jeunes qui découvrent des notions l'imaginaire que nous, on s'en fait. Parce qu'à aucun moment, on est des mathématiciens nous-mêmes. On est des gens qui font des mathématiques, on les voit. Mais par snobisme, sans doute, on a tendance à dire que non, on ne le voit pas, on le sait. Et les élèves, eux, ne savent pas. Et cette posture très snob et très hautaine consiste à dire je suis un génie, admirez-moi. Alors qu'en fait, il suffirait parfois de dire je vois comme vous des animaux, des couleurs, des chèvres, tout ce qu'on veut. Et voilà ce que je vois. Et c'est vrai que je pense que la méthode dont vous parlez a cet effet-là intéressant, qui est d'exprimer le mieux possible avec les mots qu'on a, et ça, on est un peu insuffisant là-dessus, ce qu'on imagine. Parce qu'en fait, faire des mathématiques, c'est imaginer des choses concrètes ou pas, mais intuitives du moins, sur quelque chose d'abstrait et de rationnel, que nous ne sommes pas. On apprivoise la mathématique, en fait. Et c'est vrai qu'enseigner, c'est dur. Mais ce qui est malheureux, c'est que plus personne veut faire ça, alors pour d'autres raisons. Surtout que les professeurs de maths déjà, on a du mal à recruter des enseignants, mais c'est encore pire en maths, si je puis dire, parce que les professeurs de maths ont par nature d'autres possibilités de carrière, tout simplement. Ils peuvent gagner leur vie en étant traders, informaticiens, et gagner vraiment beaucoup mieux leur vie. Il faut avoir envie d'enseigner. Et c'est vrai que déjà, il faut savoir ce que c'est que d'enseigner, il faut savoir ce que c'est que d'enseigner les maths, qu'est-ce que c'est que les maths d'ailleurs. Tout ça est passionnant, mais c'est vrai que moi, je pense, entre guillemets, que notre pays, en tout cas, s'est pas donné les moyens du tout d'avoir cette rencontre-là en classe, pédagogique. Alors après, on peut avoir des idées aussi géniales qu'on le veut, mais il faut des gens, quand même, capables. Il y a aussi un souci, peut-être, c'est aussi le problème des professeurs des écoles, comme on dit maintenant, qui viennent souvent de formations de psycho, de lettres, etc., et qui ont un mauvais souvenir des matins. Oui, d'ailleurs, je précise que la méthode de Singapour, qui a été faite par le ministère de l'Éducation de Singapour au début des années 80, ne s'adresse qu'aux professeurs de l'école primaire, donc pas à des professeurs de mathématiques. Et donc les difficultés, le fait que les professeurs des écoles
sont en général plutôt littéraires, comme vous, et des difficultés à conceptualiser des notions mathématiques, parce que les mathématiques, c'est l'art de l'abstraction, et donc savoir ce qui se cache derrière le chiffre 2, le nombre 2, il faut avoir la fibre des mathématiques. Et donc ce problème-là, les autorités à Singapour l'ont rencontré au début des années 80. Donc ils ont fait cette méthode pour les professeurs, les mêmes professeurs qu'en France, et ils sont devenus bons grâce à cette méthode. Et quand on parle de méthode, je suis d'accord avec vous, c'est pas vraiment une méthode qu'on doit suivre de manière procédurale, c'est une progression. Ça veut dire quoi une progression ? Ça veut dire qu'on va aller du simple au complexe, on va aller du concret à l'abstrait, et on va installer dans l'esprit des enfants une représentation visuelle, donc les fameuses barres, ou des cubes, ou des cercles, qui fait que les fractions vont avoir du sens. Et on va donner du sens au nombre parce qu'on aura installé sur un temps très long des représentations visuelles, concrètes, physiques, dans l'esprit des enfants. Et ça, c'est pas une méthode, c'est une progression. Et évidemment, je suis parfaitement d'accord avec vous, la formation des professeurs en France est un véritable problème. D'ailleurs, la librairie des écoles, on a créé notre propre organisme de formation, c'est vous dire. On a tellement de professeurs qui utilisent la méthode de Singapour et qui ont besoin d'aide pour s'en emparer, que nous avons créé un organisme de formation pour les accompagner. Donc le manque d'accompagnement, nous on a suivi, au début il y a eu un vrai engouement pour la méthode de Singapour, et de fait, tous les professeurs qui l'utilisaient avaient des résultats spectaculaires sur leurs élèves, mais au bout d'un certain temps, l'effet de mode étant passé, on a senti un blocage institutionnel et un manque de suivi dans l'accompagnement des professeurs qui se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Et nous, on voit des professeurs qui fabriquent leur propre matériel de manipulation dans leur coin, qui n'ont pas les moyens de se former, qui n'a personne pour les former. Et ça, effectivement, c'est un véritable problème. Mélanie Guénet, il y avait eu le rapport quand même Viviani en 2018, on s'en souvient, où il s'était emparé du sujet avec toute l'énergie qu'on lui connaît. Pourquoi rien n'a changé, j'ai l'impression ? Alors parce que, comme disait Rémi, je pense que l'État s'en est pas donné les moyens. C'est dommage parce que dans le rapport Torossian-Villani, donc dans les 21 mesures pour les mathématiques, il y a ce plan ambitieux de formation des enseignants du premier degré sous une forme assez novatrice. Et cette forme novatrice, ça consiste à dire on va former donc de façon approfondie un petit nombre d'enseignants du premier degré, donc des professeurs des écoles. À cela, on va donner beaucoup, avec des outils de formation par des formateurs dont j'ai fait partie, qui ont réfléchi sur des modules de formation autour de toutes ces méthodes un peu concrètes, qui permettaient de donner du sens au nombre, notamment, parce que moi je travaillais beaucoup sur le nombre et la résolution de problèmes. Et puis ces petits pools de super enseignants, ils vont avoir une nouvelle mission, ils vont s'appeler ces référents mathématiques de circonscription, et ils vont servir ensuite, avec leur savoir, à retransmettre ces savoirs auprès de leurs collègues. Donc c'était très horizontal, en fait, cette histoire-là. Et donc c'était une très bonne idée. Enfin, je pense que c'était vraiment une très bonne idée, parce que pour une fois, on enlevait cette hiérarchie qui écrase en fait le corps enseignant actuellement, avec ces injonctions qui viennent d'en haut et qui sont souvent un peu hors sol. Enfin, même complètement des fois. Mais on ne donnera pas de nom. mais voilà, donc c'était très horizontal et c'était vraiment une très bonne idée. Le seul problème, c'est qu'on a mis beaucoup de moyens pour ces formations. On a formé plus de 1000 référents maths de circonscription sur plein de thématiques. Il y avait à la fois du disciplinaire et à la fois du transversal, de la pédagogie. Donc moi j'ai participé, je vous dis, les nombres décimaux, les fractions, la résolution de problèmes. Voilà, mais il y avait de la géométrie, il y avait des données, enfin voilà, il y avait d'autres thèmes traités. Et puis ça a duré entre 2019 puis 2020. Et déjà en 2020, il n'y avait plus grand-chose, mais ça a duré vraiment 1 an. Et puis après, on n'a plus entendu parler. Après, on est passé à ça a bien marché. Alors, mais sachant qu'on n'avait pas eu les retours encore, donc on va faire la même chose en français. Je dis, ok, mais très bien, mais ça serait bien de pouvoir consolider le pool maths d'abord avant de passer au français. Et puis après, le problème, c'est qu'on a un problème aussi de recrutement d'enseignants du premier degré, les profs d'école, comme on dit. À Créteil, à Versailles, ça fait des années et des années qu'en fait, on n'arrive pas à recruter, parce que les conditions d'exercice du métier sont dures, parce que vivre en Île-de-France, c'est cher,
on ne gagne pas assez. Donc oui, mais on n'a c'est pas difficile, forcément en fait. besoin d'être hyper fort en maths pour enseigner les maths au c'est pas- primaire. c'est Donc, même pas la est-ce que question d'être fort la en maths. solution ne serait pas juste de changer les méthodes, les livres, en fait, les livres Alors, scolaires, tout bah simplement non, je reviens toujours à ce qu'a dit M. Nemo est tout à fait juste. C'est-à-dire que quand bien même on n'est pas très fort en maths, il faut quand même bien avoir compris ce qu'on doit enseigner, parce que sinon on va enseigner des recettes de cuisine et on va transmettre ces recettes de cuisine aux élèves. On va transmettre d'une part déjà ça. qu'ils sachent compter, etc. Eh ben oui, on n'a mais pas juste- forcément alors, besoin de... En fait, ça a été... Alors, il y avait une conférence au conseil scientifique de l'éducation nationale l'année dernière. Qu'apprendre la règle de 3, c'est pas non plus c'est accessible. C'est une recette, bah certes, alors, mais... j'aimerais bien qu'il fasse une étude dans la population pour savoir combien de gens la maîtrisent. Ça serait intéressant. Mais c'est partout pareil. Moi, hein, c'est dans la tous seule les chose pays que du je monde, maîtrise, c'est pareil. donc, Mais il y avait une conférence et il y avait un professeur de mathématiques de Pologne qui était invité. Et c'était très intéressant ce qu'il disait, parce qu'il disait, si vous mettez devant des enfants des gens qui ont un vécu douloureux avec la discipline, alors ils transmettent cette angoisse aux enfants. Et donc, on ne peut pas se permettre de laisser cette angoisse perdurer, parce que si on rentre dans un cercle vicieux. Donc pour ça, il faut arriver à accompagner ces gens qui sont volontaires pour enseigner et arriver à franchir cette angoisse pour mettre à disposition les concepts, en fait, pour qu'ils s'approprient, lui, les concepts. Et c'est faisable pour tout le monde. Il n'y a pas d'esprit littéraire, il n'y a pas d'esprit scientifique. Voilà, on est tous capables de faire des Oui. maths. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette émission et je vous dis à très bientôt dans Paris d'École.